Camille Moreau croyait connaître son mari jusqu'au jour où une averse torrentielle la força à entrer dans le mauvais établissement, au pire moment possible. Le déluge s'abattit sur Bordeaux avec une violence sauvage et inattendue, transformant en un instant cette fin d'après-midi de mars en un rideau gris, dense et impénétrable. Camille Moreau, une femme dont la vie professionnelle se définissait par la précision et le contrôle, serrait le volant de sa DS7 Crossback avec une tension qui reflétait l'intensité de la tempête. Ses yeux, habituellement vifs et évaluateurs, étaient crispés, fixés sur la chaussée qui se dissolvait rapidement en un torrent urbain tumultueux. À 34 ans, Camille s'était patiemment construit une carrière brillante d'architecte de premier plan. Ses projets résidentiels modernes et emblématiques ornaient les quartiers les plus exclusifs de Bordeaux et de ses environs. Son agenda était une forteresse de rendez-vous enchaînés, laissant rarement place à l'improvisation. Ce mardi devait être une nouvelle journée exigeante, une progression prévisible et structurée vers ses objectifs professionnels, du moins l'avait-elle cru avec assurance avant que les fondations de son monde ne commencent leur effondrement catastrophique. La pluie martelait avec une force si implacable que les essuie-glaces, même à leur vitesse maximale et frénétique, étaient totalement dépassés. Camille ressentait le tambourinement sur le toit panoramique de la voiture comme une agression physique, un rythme percussif furieux qui semblait vibrer jusque dans ses os. La visibilité était tombée à quelques mètres à peine. Elle sortait d'une éprouvante séance de 3 heures avec un client notoirement exigeant dans un appartement cossu de codérants, et son seul désir, désespéré, était de rejoindre le sanctuaire de son foyer, de s'immerger dans une douche brûlante et d'effacer le souvenir des révisions interminables et minutieuses d'un projet de villa multimillionnaire qui semblait condamné à un éternel inachèvement. Mais la tempête semblait être un agent du destin animé d'un scénario radicalement différent. Tandis que la route se transformait en une nappe d'eau aveuglante et informe, Camille, forte de ses années à se frayer un chemin dans le réseau complexe de la ville, prit une décision en une fraction de seconde. Elle tourna brusquement à droite, quittant l'avenue principale pour une rue latérale plus calme et arborée, non loin de la confluence animée du cours de l'Intendance et de la rue Sainte-Catherine. Ce secteur lui était intimement familier, c'était l'épicentre de son territoire professionnel. Son regard s'arrêta sur un bâtiment qu'elle admirait depuis longtemps, une construction du début du siècle magnifiquement conservée, à la façade récemment restaurée. Il abritait désormais une galerie d'art contemporain d'avant-garde au rez-de-chaussée et, à l'étage, un salon discret et sophistiqué. L'endroit était connu sous le nom de Galerie et Salon Lumière, et Camille avait assisté au fil des années à plusieurs vernissages exclusifs de la haute société. Agissant uniquement par instinct et par besoin immédiat de refuge, elle se gara à la première place disponible, tenant son sac en cuir lonchant au-dessus de sa tête dans un geste vain de protection, puis courut vers l'entrée. Ses talons de créateur, de hauteur moyenne, claquaient frénétiquement sur les dalles glissantes du trottoir. En gravissant les 3 courtes marches menant à la lourde porte vitrée, au moment où elle la poussa et entra, une profonde sensation de soulagement l'envahit, accompagnée d'une bouffée d'air chaud et sec. L'atmosphère était riche et complexe, un mélange sophistiqué d'arômes, l'odeur profonde et réconfortante d'un expresso de grande qualité fraîchement préparé, la subtile fragrance du bois ciré et une légère trace exotique d'encens au santal. Les murs servaient de toile à des œuvres d'art modernes et abstraits audacieuses, et l'éclairage tamisé, méticuleusement contrôlé, diffusait une lueur dorée et intime. Une quinzaine de clients étaient disséminés dans l'espace, certains installés dans de profonds fauteuils de velours sombre, d'autres debout près des grandes baies vitrées, observant en silence le chaos de la tempête extérieure. Camille ôta son trench détrempé, le tissu lourd dégoulinant sur le sol poli, et l'accrocha à un porte-manteau discret près de l'entrée. Ses cheveux châtains, habituellement impeccablement coiffés, étaient maintenant humides et en désordre, elle y passa les doigts dans une tentative vaine de rétablir un semblant d'ordre. C'est alors, en se retournant avec l'intention de se diriger vers l'élégant comptoir de marbre pour commander une boisson chaude réconfortante, peut-être un chocolat chaud bien épais ou un café crème, que le sol solide sous ses pieds sembla se dissoudre en un abîme. Dans le coin le plus privé et faiblement éclairé du salon, près d'une large baille donnant sur une petite cour intérieure battue par la pluie, les yeux de Camille enregistrèrent une scène que son cerveau d'architecte, hautement logique, refusa de traiter pendant de longues et agonisantes secondes. Assis dans un fauteuil en cuir brun, profond et usé, se trouvait son mari depuis 7 ans, Julien Lambert. Mais la vérité choquante était qu'il n'était manifestement pas seul. Une femme aux cheveux blonds et ondulés retombant sur l'épaule de Julien était indéniablement assise sur ses genoux. Il ne s'agissait ni d'une proximité fortuite ni d'un geste amical. Elle était littéralement posée sur ses cuisses, le corps penché vers le sien, les bras intimement enlacés autour de son cou, dans une étreinte possessive qui criait une longue histoire partagée et ne laissait absolument aucune place à une interprétation innocente.
La main gauche de Julien reposait ouverte et dominatrice sur le bas du dos de la femme, ses doigts pressant la soie délicate de son chemisier, tandis que sa main droite tenait nonchalamment un verre à moitié plein d'un coûteux Saint-Émilion Grand Cru, accessoire apparemment oublié dans l'intensité du moment. Tout le monde extérieur au salon, la tempête furieuse, la ville de Bordeaux cessa d'exister. Le temps, pour Camille, s'était brutalement arrêté. Une vague froide et nauséeuse lui parcourut l'estomac. Ses jambes se mirent à trembler de manière incontrôlable, manifestation physique d'un choc sismique, mais elle demeura clouée sur place. Une statue d'incrédulité, totalement incapable de détourner le regard de la scène de sa propre destruction. Il n'y avait pas d'erreur possible, aucun jeu d'ombre ou de lumière pour expliquer cela. Ce n'était pas une femme assise près de lui, ni une étreinte platonique et innocente. C'était le langage corporel primitif et indubitable de deux personnes qui non seulement avaient franchi toutes les limites, mais avaient bâti un nouveau monde secret sur les ruines de son mariage. C'est à cet instant précis et dévastateur que Julien leva les yeux du visage de la femme. Le contact visuel qui traversa toute la longueur du salon sophistiqué fut une décharge électrique brutale de haute tension. Camille observa avec une clarté terrifiante l'instant exact où la couleur disparut du visage de son mari, le laissant d'un gris cendré et maladif. Ses yeux, habituellement réservés et calculateurs, s'ouvrirent sous l'effet d'une terreur pure et absolue. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, mais le son qui aurait dû être une négation ou un souffle coupé s'étrangla dans sa gorge. Ses doigts, qui tenaient encore le verre de vin, se raidissent, et tout son corps se figea comme si une force invisible et malveillante avait appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence de son existence. La femme blonde, absorbée par son propre moment, perçut aussitôt le changement profond dans le comportement de Julien. Elle tourna la tête avec une légère irritation pour suivre la trajectoire de son regard figé. « Julien » murmura-t-elle, sa voix basse et rauque parfaitement audible dans le silence lourd et soudain du salon. Elle essaya de nouveau, avec une pointe d'impatience dans la voix. « Julien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu regardes ?» Le silence, épais et suffocant, fut l'unique réponse. La femme lui donna une petite pression agacée sur l'épaule, tentant de ramener son attention vers elle. « Ça va? Parle-moi. » Lorsqu'il demeura totalement figé, les yeux rivés sur la silhouette près de l'entrée, elle suivit finalement, à contre-cœur, la direction de son regard jusqu'à son point d'origine. Et ce fut à cet instant précis que Camille ressentit le second coup, bien plus paralysant, un choc éclipsant même la découverte initiale. La femme était Léa Fournier. Camille recula instinctivement, trébuchant de 2 pas en arrière. Son dos heurta la surface froide et inflexible du mur, et elle dut presser une main contre le plâtre pour ne pas s'effondrer complètement. Léa, la fiancée de Nicolas Girard. Nicolas, l'homme qui avait été son ami inconditionnel et indéfectible depuis leurs journées épuisantes à l'École nationale supérieure d'architecture. L'homme qui avait été son roc lors de chaque crise professionnelle, de chaque victoire personnelle, de chaque étape marquante de sa vie d'adulte. Léa la reconnut simultanément. Son visage, encore quelques secondes plus tôt rougi par un plaisir illicite, se déforma instantanément en une grotesque expression de panique pure et absolue. Elle bondit du giron de Julien comme si le cuir s'était soudainement embrasé. Un mouvement si brutal et violent qu'il faillit faire chuter le verre de vin de sa main raidie. Le verre vacilla dangereusement, laissant tomber quelques gouttes écarlates sur la moquette beige avant que Julien, dans un ultime spasme désespéré, ne parvienne à le stabiliser. Camille n'attendit pas. Elle ne poussa pas le cri qui lui griffait la gorge, n'avança pas dans la salle pour les affronter, n'exigea pas les réponses qui étaient déjà cruellement évidentes. À la place, elle exécuta une retraite impeccable et glaciale. Elle pivota sur ses talons et poussa la lourde porte vitrée avec une force qui fit trembler son encadrement. La pluie continuait de tomber avec une intensité biblique, mais cela lui était désormais indifférent. Elle descendit les marches de pierre, chercha à tâtons la télécommande pour déverrouiller la voiture avec des mains violemment tremblantes, s'installa sur le siège conducteur et claqua la portière. Ses mains étaient si instables que boucler la ceinture de sécurité devint une tâche complexe nécessitant plusieurs tentatives. Son cœur était un oiseau affolé et prisonnier, battant si vite et si fort qu'il semblait prêt à lui briser les côtes. Pourtant, Camille ne pleura pas. Pas une seule larme ne s'échappa. Elle mit le moteur en marche, les pneus patinant brièvement sur l'asphalte détrempé, et commença à conduire avec la notion d'une destination totalement dépourvue de sens. Son seul impératif était la distance. Elle devait être n'importe où sauf là. Elle avait besoin d'un vaste espace vide pour respirer, pour penser,
pour commencer l'impossible tâche de traiter l'image catastrophique désormais gravée au fer rouge dans son esprit. Tandis qu'elle se frayait un chemin dans les rues chaotiques et inondées de Bordeaux, la pluie, assaut furieux et rythmique contre le pare-brise, Camille ressentit une fracture intérieure profonde, non seulement la destruction de son mariage, mais l'anéantissement d'une confiance fondamentale et incontestable en son propre jugement et en sa perception de la réalité, une confiance dont elle n'avait même pas conscience de l'importance avant qu'on ne la lui arrache brutalement. L'infidélité d'un mari aurait déjà été un coup dévastateur. Mais l'infidélité d'un mari avec la fiancée de son ami le plus ancien et le plus cher relevait d'une cruauté calculée, à double tranchant, d'une ampleur que son esprit rationnel était incapable de comprendre. Et tandis que Camille conduisait sans but dans la ville battue par l'orage, une certitude froide et silencieuse commença à prendre forme au plus profond et au plus solide de sa conscience. Ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était simplement le début explosif et douloureux de quelque chose de bien plus vaste, de bien plus souffrant et infiniment plus complexe qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Camille conduisait de façon purement mécanique. Son esprit conscient tournait en boucle, rejouant frénétiquement la scène du salon. Les lieux emblématiques de Bordeaux, les bâtiments imposants, les enseignes lumineuses, les phares flous des voitures croisées se réduisaient à une tache humide et dénuée de sens derrière les vitres. Les feux passaient du rouge au vert, et elle leur obéissait uniquement par mémoire musculaire, les couleurs s'enregistrant sans signification. Elle finit par s'arrêter en réalisant qu'elle s'était garée face au jardin public, vaste sanctuaire de verdure au cœur de la ville, où Julien et elle avaient souvent marché lors de paisibles matinées de week-end. Le parc était désert, ses arbres centenaires violemment fouettés par le vent et la pluie. Camille coupa le moteur et resta assise en silence, observant les filets d'eau dessiner des motifs aléatoires et complexes sur la vitre. C'est alors que le téléphone, posé dans le porte-gobelet, se mit à sonner avec une insistance stridente. Le son discordant de la sonnerie la fit sursauter violemment. Elle jeta un coup d'œil à l'écran illuminé. Julien. Elle laissa sonner, le bruit s'imposant comme une intrusion brutale dans son silence fragile. L'appel se poursuivit jusqu'à basculer sur la messagerie vocale. Quelques secondes plus tard, cela recommença. Julien, implacable. Camille se pencha et appuya sur le bouton latéral, coupant le son et reposant l'appareil sur la console, son regard retournant vers la tempête. Le téléphone vibra encore 5 fois dans les minutes suivantes. Camille l'ignora. Elle ne pouvait pas. Elle ne voulait pas entendre sa voix. Elle refusait d'écouter les excuses prévisibles et précipitées, les explications maladroitement improvisées, les mensonges désespérés fabriqués à la hâte, nés de la panique pure. Elle connaissait le scénario par cœur, absorbée par d'innombrables films, par les récits d'avertissements d'amis, par les histoires cyniques lues en ligne. Elle savait exactement quelle phrase creuse il utiliserait. « Ce n'est pas ce que tu crois, je peux tout expliquer. » C'était une erreur isolée. Mais Camille n'était pas naïve, surtout, elle avait vu la vérité de ses propres yeux. Il n'y avait aucune ambiguïté, aucun espace pour une version alternative plausible. Une femme assise intimement sur les genoux d'un homme, les bras enlacés, les corps pressés l'un contre l'autre, cette image n'avait qu'un seul sens, indéniable. Le téléphone se tut pendant une courte et trompeuse accalmie, et Camille faillit croire qu'il avait renoncé. Puis la vibration reprit. Un bourdonnement rapide et insistant. Cette fois, ce n'était plus des appels, mais une avalanche de messages. L'un après l'autre, le téléphone pulsait de notifications successives. Camille finit par reprendre l'appareil, déverrouilla l'écran et regarda. 23 messages non lus, tous de Julien. Elle n'en ouvrit aucun. Elle se contenta de fixer la liste de notifications qui s'allongeait, observant les « s'il te plaît » désespérés et tronqués défiler dans les aperçus. « S'il te plaît, décroche. J'ai besoin de te parler maintenant. Ce n'est pas ce que tu crois. Je te le jure. Donne-moi juste une chance de m'expliquer, s'il te plaît. » Camille verrouilla de nouveau l'écran et posa le front contre le plastique froid et dur du volant, fermant les yeux face à la réalité écrasante. La pluie s'était adoucie, se transformant en cette bruine fine et persistante typique du sud-ouest, à la mélancolie presque interminable. Le son monotone et répétitif des gouttes sur le toit de la voiture créait un rythme hypnotique, un réconfort étrange et désolé dans sa prévisibilité. Combien de temps passa ? 5 minutes, 30, 1 heure ? Camille n'en avait aucune idée. Elle savait seulement que lorsqu'elle releva enfin la tête, la nuque raide, et tourna la clé dans le contact, une décision s'était solidifiée dans le centre froid et clair de son esprit. Elle n'irait pas chez elle.
pas encore. Non, elle ne pouvait pas franchir le seuil de cet appartement, s'asseoir sur ce canapé ou s'allonger dans ce lit. Pas ce soir. Pas tant que la réalité brute et violente de la trahison serait aussi vive et tranchante. Camille prit son téléphone, ignora les messages frénétiques de Julien et ouvrit une application de réservation d'hôtel. Ses doigts glissèrent sur l'écran avec une détermination nouvelle et glaciale, recherchant des options haut de gamme à proximité. Elle confirma une réservation à l'hôtel de 16, un établissement réputé pour son élégance et sa discrétion en centre-ville. Elle réserva une chambre pour une nuit. Puis, sans reconsidérer sa décision, elle durcit sa résolution et prolongea pour 3 nuits. Camille confirma la réservation et réintégra la voiture dans le flux de la circulation. Le trajet jusqu'à l'hôtel ne prit qu'une quinzaine de minutes. Lorsqu'elle entra dans le vaste hall silencieux, son sac lonchant encore humide et les cheveux légèrement collés à la nuque, aucun membre du personnel n'osa poser la moindre question. La réceptionniste lui offrit un sourire poli et parfaitement répété, lui remit la carte d'accès à une suite premium et lui souhaita un agréable séjour. Camille acquiesça d'un bref geste impassible et se dirigea vers les ascenseurs. La suite était vaste et entièrement impersonnelle, décorée dans des tons sourds et anonymes de beige, de crème et de gris ardoise. Un immense lit king size dominait le centre de la pièce, encadré de tables de nuit minimalistes en bois clair. Les rideaux occultants étaient lourds, conçus pour isoler totalement du monde extérieur. Camille posa son sac sur un fauteuil de velours près de la fenêtre, ôta ses chaussures de créateur et s'assit lourdement au bord du lit. Ce ne fut qu'alors, dans la solitude absolue et étouffante de cette chambre d'hôtel anonyme, que les larmes, contenues par la seule force de volonté, finirent par venir. Ce n'étaient pas des sanglots hystériques d'une femme brisée, mais un torrent silencieux et ininterrompu, manifestation physique d'un cœur irrémédiablement dévasté. Les semaines suivantes ne furent qu'un brouillard implacable et froid d'efficacité professionnelle. Camille quitta immédiatement l'appartement qu'elle avait partagé avec Julien, s'installant dans une location temporaire, au sommet d'une tour, dans le quartier animé de Saint-Michel. Elle instaura une politique stricte de non-contact, ne communiquant avec Julien qu'exclusivement par l'intermédiaire de son avocate, Véronique Delmas. Maître Delmas était une légende du barreau bordelais, une avocate redoutable et inflexible, réputée pour son approche impitoyable et pragmatique des divorces à fort patrimoine et à très haute conflictualité. Julien, comme on pouvait s'y attendre, lança une campagne de tentatives de contact désespérées, appels, interminables messages, courriels, et même une tentative pathétique de se présenter à son agence d'architecture, où il fut accueilli puis, poliment mais fermement, et conduit par son assistante hautement compétente. Camille resta absolument résolue. Elle avait vu la vérité et refusait de le laisser brouiller l'affaire avec d'autres mensonges ou des excuses manipulatrices. La conversation la plus douloureuse, cependant, fut avec Nicolas. Elle le retrouva dans un petit café indépendant et calme, près du campus de l'École nationale supérieure d'architecture, l'endroit même où leur amitié de plusieurs décennies avait pris racine. « Je les ai vus, Nicolas, déclara-t-elle, sa voix d'ordinaire plate entièrement dépourvue de l'émotion qui bouillonnait en elle. Julien et Léa étaient ensemble, intimement. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. La réaction de Nicolas fut un cocktail dévastateur d'incrédulité d'abord, puis d'une douleur physique immédiate et écrasante. Il ne cria pas, ne nia pas, n'essaya pas de discuter. Il s'affaissa simplement sur sa chaise, enfouissant son visage dans ses mains, tout son corps irradiant la défaite. « Je ne comprends pas, murmura-t-il, la voix épaissie par des larmes qu'il ne versait pas. On était à 2 mois du mariage. Les invitations ont été envoyées la semaine dernière. Camille tendit la main au-dessus de la petite table, la main légèrement tremblante, et la posa doucement sur son bras. « Je suis tellement désolé, Nicolas. Je voudrais plus que tout ne pas être celle qui te dit ça. » Ils restèrent assis dans un silence profond et lourd, ce qui sembla une éternité, 2 victimes collatérales d'une tromperie partagée, brutale et méticuleusement planifiée. Camille prit la décision calculée de garder pour elle, pour l'instant, le secret d'une possible grossesse, ou même sa simple possibilité. Pour le moment, elle savait qu'elle devait réunir des preuves absolument irréfutables, d'une solidité juridique, avant de déclencher cette option-là. L'impact émotionnel de la liaison suffisait déjà à gérer à cet instant. Elle engagea les services d'un détective privé, un ancien de la police nationale nommé Gérard Lemaire, connu pour sa discrétion et sa minutie, afin qu'il enquête en profondeur sur les antécédents financiers et médicaux de Julien et de Léa. Gérard coûtait indéniablement cher,
mais Camille considéra la dépense comme un investissement nécessaire pour sa tranquillité future et sa position légale. Elle devait connaître l'ampleur complète, sans phare, de la trahison. Le rapport du détective arriva 3 semaines plus tard, une épaisse chemise en carton remplie de relevés bancaires, de tickets de cartes de crédit et de documents médicaux. Camille s'assit dans le cabinet élégant et minimaliste de Maître Delma, le cœur battant à un rythme lent, froid et régulier, tandis qu'elle parcourait les pages. La liaison, confirmait le rapport, durait depuis plus d'1 an. Leur lieu de rendez-vous secret était un appartement de luxe loué à court terme que Julien avait pris dans le quartier branché des Chartrons, et dont les paiements étaient habilement dissimulés dans ses notes de frais, sous couvert de réception clients et d'honoraires de conseil. Les justificatifs détaillaient méticuleusement des dîners extravagants dans des restaurants de luxe, des escapades de week-end sur l'île de Ré, et, plus accablant encore, une série d'achats importants et inexplicables. « Regardez ça, Camille », indiqua Maître Delma. Son doigt parfaitement manucuré tapa une ligne sur un relevé de cartes. Cartier. 28 septembre, 15 000 €. Camille baissa les yeux vers les simples et classiques boucles d'oreilles en perles qu'elle portait, un cadeau de sa mère. « Je n'ai jamais reçu aucun bijou Cartier. » Alors, insista Véronique, pour qui était exactement cet achat? Maître Delma tourna la page d'un geste brusque et décidé. Et ça, la clinique de fertilité 4, plusieurs paiements importants prélevés sur votre compte commun, tous libellés comme soins prénataux pour une grossesse qui, d'après votre propre dossier médical, n'était manifestement pas la vôtre. Camille referma doucement le dossier. Le volume de preuves était écrasant, une marée d'éléments. Il ne restait plus qu'à choisir le moment parfait, le plus dévastateur, pour le révéler. L'occasion se présenta 1 mois plus tard, lors de la célébration des 35 ans de Julien. Ses parents, heureux et totalement ignorants de l'imminence de la procédure de divorce, avaient insisté pour organiser une fête massive et opulente à l'Intercontinental Bordeaux Le Grand Hôtel, l'un des lieux les plus prestigieux de la ville. Camille avait reçu une invitation et décida, avec un calme glacé, qu'elle s'y rendrait. Elle arriva élégamment en retard, silhouette saisissante dans une robe longue noire, près du corps, son maintien absolument inébranlable. La fête battait son plein, avec environ 70 invités, mélange des collègues les plus importants de Julien, de clients de grande valeur et d'amis proches. Julien la vit dès l'instant où elle entra dans le salon, et son visage pâlit aussitôt jusqu'à une blancheur de porcelaine. Il commença à se diriger vers elle, les yeux pleins d'une supplication désespérée, mais Camille marchait déjà résolument vers la petite estrade surélevée où avaient été installés un micro et un grand écran de projection pour les toasts prévus. Elle saisit le micro, le tapota légèrement, et le sifflement amplifié qui en résulta fit taire instantanément le brouhaha, plongeant toute la salle dans le silence. « Bonsoir à tous », commença Camille, sa voix claire, ferme, portant parfaitement dans la pièce. « Je suis Camille Moreau et je suis l'épouse de Julien, ou peut-être, plus exactement, sa future ex-épouse. » Un souffle collectif, audible, parcourut les 70 invités. Julien se figea à mi-chemin, planté au centre du sol poli. « On m'a demandé de porter un toast à Julien à l'occasion de ses 35 ans, poursuivit Camille, une légère esquisse de sourire, presque imperceptiblement triste, effleurant ses lèvres, et je vais honorer cette demande. Je voudrais porter un toast à la vérité, car la vérité, comme le dit le vieil adage, finit toujours par nous rendre libres. » Elle s'approcha du projecteur, connecta son ordinateur portable avec une aisance maîtrisée, et un tableur méticuleusement organisé remplit aussitôt l'immense écran. C'était un décompte détaillé, codé par couleur, des dépenses illicites et non autorisées de Julien. Voici, pour votre information, la liste complète des dépenses engagées par Julien au cours de l'année écoulée, expliqua-t-elle en saisissant un pointeur laser et en dirigeant le point rouge vers l'écran. Des dépenses qui n'ont pas été consacrées à notre vie commune, mais à sa vie secrète parallèle. Elle mit en évidence l'achat du bijou d'un clic. Cartier, 28 septembre, 15 000 €. Elle porta la main à ses simples boucles d'oreilles en perles. Je peux confirmer que je n'ai reçu aucun bijou Cartier. La question reste donc entière, pour qui était destiné cet achat important? Julien était désormais d'une pâleur fantomatique. Il tenta de se frayer un chemin vers l'estrade, mais la foule des invités, désormais totalement captivée par l'écran, forma inconsciemment une barrière humaine infranchissable qui bloqua sa progression. Ensuite, nous avons la clinique de fertilité 4, poursuivit Camille, sa voix conservant cette fermeté professionnelle glaçante. Plusieurs paiements substantiels prélevés sur notre compte commun. Tous destinés à des soins prénataux pour une grossesse qui,
je vous l'assure, n'était pas la mienne. Des halètements audibles éclatèrent dans la salle. Les têtes se tournèrent frénétiquement, cherchant Julien, puis Camille, tentant désespérément de reconstituer le drame qui se déroulait. Camille appuya alors sur lecture d'un autre fichier, plus court. L'enregistrement audio démarra. La voix de Léa, aiguë et parfaitement reconnaissable, envahit le salon silencieux. Ça pourrait être celui de Nicolas, ça pourrait être celui de Julien. Honnêtement, je n'en sais rien. J'ai fait les calculs et j'ai été avec les deux pendant cette période critique. Le silence qui suivit l'enregistrement fut total. Un vide sonore. 70 personnes demeurèrent figées dans un état de choc collectif absolu. Camille leva enfin les yeux de l'écran et balaya la salle du regard, les siens s'arrêtant sur le visage de Nicolas. Il était livide, les yeux grands ouverts, fixés sur l'écran, la bouche légèrement entr'ouverte dans un cri muet. À ses côtés, Léa, qui avait d'une manière ou d'une autre réussi à se glisser dans la fête, se couvrait le visage de ses mains dans une tentative vaine de disparaître. Et enfin, annonça Camille, sa voix ne se brisant que très légèrement, sous l'effet d'un frémissement fugitif de la douleur immense qu'elle contenait, pour ceux d'entre vous qui s'accrochent encore à l'espoir qu'il puisse s'agir d'un malheureux malentendu. Elle lança le dernier fichier, le plus dévastateur. La vidéo était brève, ne durant que quelques secondes. Camille n'avait aucune intention d'infliger un traumatisme inutile aux invités, ni, plus encore, à elle-même. Mais c'était largement suffisant. Suffisant pour reconnaître sans équivoque une chambre d'hôtel de luxe familière. Suffisant pour voir deux silhouettes, Julien et Léa, enlacés dans une posture sans aucune ambiguïté. Camille mit la vidéo en pause puis, d'un dernier geste net et décisif, éteignit le projecteur. La salle demeura plongée dans un silence profond et absolu, ce silence particulier qui s'installe lorsque des dizaines de personnes assimilent simultanément une seule et même bombe émotionnelle dévastatrice. Camille reposa calmement le micro sur son support, descendit les quelques marches de l'estrade et se dirigea vers la sortie principale avec une dignité lente et délibérée. En passant près de Nicolas, elle s'arrêta un bref instant, posa doucement la main sur son bras raide et murmura, la voix chargée d'un regret sincère. « Je suis vraiment désolé, Nicolas. Tu méritais de connaître la vérité. » Nicolas ne répondit pas. Il fixait simplement Léa sans ciller, son expression figée dans une terrifiante masque de trahison absolue et pure que Camille n'avait jamais vue auparavant. Camille poursuivit son chemin. Elle passa devant Julien, resté paralysé, statue de honte au centre du salon, tous les regards braqués sur lui, sans que personne n'ose intervenir. Elle passa devant sa propre mère, qui pleurait silencieusement dans un mouchoir. Elle passa devant les parents de Julien, qui semblaient avoir pris 10 ans en l'espace de 10 minutes. Puis elle franchit les grandes portes ornées du grand hôtel, s'avançant dans l'air frais et purificateur de la nuit bordelaise. Sa voiture l'attendait exactement là où elle l'avait laissée. Camille s'installa au volant, démarra le moteur et s'éloigna. Elle ne regarda pas une seule fois dans le rétroviseur. Quel que soit le chaos, les reproches ou les conséquences qui explosaient à présent à l'intérieur de cette salle, cela ne la concernait plus. Elle avait livré la vérité, et la vérité, comme toujours, avait libéré sa propre puissance dévastatrice et incontestable. Dans les jours qui suivirent immédiatement, les conséquences de la révélation publique de Camille se déployèrent avec une rapidité et une finalité terrifiantes, exactement comme elle l'avait froidement anticipé, rapide, brutale et totalement irréversible. Nicolas appela Camille tôt le dimanche matin. Sa voix était rauque, à vif, celle d'un homme qui n'avait pas dormi et qui, probablement, en était incapable. « J'ai besoin de te parler », dit-il sans s'embarrasser de la moindre formule. « Je sais », répondit Camille, la voix calme et ferme. « Où voudrais-tu que nous nous retrouvions ?» Ils convinrent d'un café discret et tranquille, à l'orée du jardin public, loin des regards indiscrets de la scène sociale de la ville. Lorsque Camille arriva, Nicolas était déjà là, installé à une table dans un coin, une tasse de café froid à moitié pleine devant lui. Il avait l'air totalement anéanti. De profonds cernes violacés soulignaient ses yeux. Ses cheveux étaient en bataille et ses vêtements semblaient enfilés sans y penser. Camille prit place en face de lui, gardant un silence respectueux. « C'est fini », dit enfin Nicolas. Des mots lourds et définitifs. Hier soir, je lui ai rendu la bague, annulé le lieu du mariage, envoyé un message collectif à tous les invités pour les informer que la cérémonie est annulée. Je suis vraiment désolé, Nicolas. Ne le sois pas,
répliqua Théil en levant la tête pour croiser son regard pour la première fois. Tu as fait ce qu'il fallait. Si tu n'avais pas fait ce que tu as fait hier, je l'aurais épousé. Je me serais engagé à passer le reste de ma vie en croyant à un mensonge. Malgré tout, insista Camille doucement, je sais que cette douleur est immense. Nicolas laissa échapper un rire bref, amer, sans humour. Immense, Camille. J'ai investi 10 ans de ma vie dans cette femme. 10 ans à croire que je connaissais la personne qui dormait à mes côtés. Et j'ai découvert hier soir, devant 70 personnes, que je ne savais absolument rien, que la femme que j'étais sur le point d'épouser me trompait non seulement avec le mari de ma meilleure amie, mais qu'elle pourrait en plus attendre son enfant. Camille laissa le silence profond s'installer et durer entre eux. « Vas-tu demander un test de paternité » demanda-t-elle d'un ton neutre. « Non, » répondit Nicolas en secouant la tête avec détermination. « Ce n'est pas mon problème à régler. Si l'enfant est de moi, Léa pourra me contacter lorsqu'elle aura des preuves irréfutables. D'ici là, je ne veux aucune implication avec elle ni avec sa vie. » Il saisit enfin sa tasse de café et en but une grande gorgée en grimaçant. « Il est glacé. »« Et toi ?» demanda-t-il en retournant la question. « Comment tu vas, vraiment ?» Camille marqua une pause, pesant sa réponse avec la précision d'une architecte. « Étrangement, je ressens une profonde sensation de paix. Je crois que c'est parce que j'ai eu des semaines pour assimiler la vérité, pour me préparer. Moi, je savais. Toi, tu as reçu toute la brutalité de la réalité d'un seul coup. C'est pour ça que tu as attendu la fête, pour être sûr d'avoir toutes les preuves avant de m'en parler. » « Oui, » confirma-t-elle. « Je ne pouvais pas venir te voir avec un simple soupçon. Tu te serais naturellement braqué, et Léa aurait facilement fabriqué une contreversion. J'avais besoin de preuves irréfutables, à la fois sur le plan légal et émotionnel. » Nicolas acquiesça lentement, acceptant sa logique. « Et Julien ? Quelles seront les conséquences pour lui ? » « Le divorce, » déclara Camille simplement. « Les papiers sont en cours de finalisation. » Et pour ce qui est des conséquences professionnelles, Camille marqua une pause, une lueur de froide satisfaction passant dans ses yeux. « Je n'ai plus rien à faire. » La liste des invités à cette fête comprenait son directeur général, ses clients les plus importants et ses collègues directs. Sa réputation dans cette ville est désormais irrémédiablement détruite. Et c'est exactement ce qui se produisit. Camille apprit, par l'intermédiaire du réseau efficace et feutré d'amis communs, que Julien avait été placé en congé administratif à durée indéterminée de sa start-up technologique de premier plan. Officiellement, il s'agissait d'un congé. Officieusement, tout le monde comprit ce que cela signifiait, un licenciement corporatif policé. Une entreprise technologique, surtout une société qui se targuait d'une image publique progressiste et éthique, ne pouvait se permettre d'avoir l'un de ses cadres dirigeants exposé publiquement dans un scandale mondain aussi sordide. Léa fut elle aussi confrontée à des conséquences immédiates et sévères. Sa boutique de joaillerie, qui dépendait presque entièrement du fragile écosystème des réseaux sociaux et du bouche-à-oreille au sein de l'élite bordelaise, vit ses ventes s'effondrer brutalement. Les clients annulèrent des commandes sur mesure. D'importantes commissions furent retirées sans préavis. En moins de 2 semaines, Léa se vit contrainte de fermer la boutique, apposant sur la porte vitrée close un avis bref et sans fioriture. Fermée temporairement pour raisons personnelles imprévues. Camille ne ressentit aucune vague de satisfaction triomphante en apprenant la nouvelle. Ses actes n'avaient jamais été motivés par la vengeance, mais elle ne ressentit pas non plus de compassion. Les actes ont des conséquences, pensa-t-elle avec une froideur définitive, et les adultes doivent assumer les choix qu'ils font. Les procédures de divorce, compte tenu des circonstances explosives, furent étonnamment rapides et sans opposition. Julien ne résista pas. Il ne tenta pas de contester le partage des biens. Il signa chaque document que Maître Delma lui présenta avec la résignation silencieuse et abattue d'un homme conscient de n'avoir absolument aucun fondement légal ou moral sur lequel s'appuyer. Camille conserva la propriété de l'appartement luxueux. Elle avait les moyens financiers de l'assumer seule et refusa catégoriquement de laisser à Julien la moindre fraction de la propriété de cet espace qu'il avait si profondément profané. À Julien restèrent une petite partie de ses économies, sa voiture, et l'entière responsabilité de la montagne de dettes de cartes de crédit qu'il avait accumulées durant sa liaison. Concernant la possible paternité, un accord clair fut établi, si un test ADN confirmait que Julien était le père de l'enfant de Léa, il en assumerait l'entière responsabilité financière conformément à la loi.
Camille, en revanche, n'aurait aucune implication ni aucun contact avec cette situation. 3 mois plus tard, le jugement définitif de divorce fut signé et enregistré. Camille Moreau était officiellement et légalement libre. Elle ne célébra pas l'événement. Elle signa simplement les derniers documents lors d'un calme jeudi après-midi dans le cabinet de Maître Delma, puis retourna aussitôt à son agence, traitant ce moment pourtant monumental comme une simple formalité administrative achevée, car à la lumière froide et implacable de sa nouvelle réalité, c'était exactement ce que cela représentait. La vie de Camille entama alors son lent et réfléchi retour vers une nouvelle normalité. Ce n'était pas la normalité de son passé, cette réalité-là était irrémédiablement détruite, mais un nouveau rythme, soigneusement reconstruit, qui s'avéra, à bien des égards profonds, beaucoup plus sain et authentique. Elle se plongea dans son travail avec une intensité renouvelée, presque féroce. Elle commença à accepter des projets exigeants et de haut niveau qu'elle aurait autrefois refusés. Elle voyagea beaucoup, donnant des conférences lors d'importants congrès d'architecture à Lyon, Nantes et Genève. Elle fut également invitée à intervenir dans des universités prestigieuses sur l'importance cruciale du design durable et de la préservation des structures historiques. Et lentement, avec la prudence d'un long dégel intérieur, Camille s'autorisa de nouveau à vivre réellement. Pas seulement à survivre parmi les décombres, mais à embrasser une existence vibrante et tournée vers l'avenir. Elle adopta un chien dans un refuge, un magnifique berger allemand de 7 ans nommé Gaston, abandonné par son ancien propriétaire, au regard prudent et méfiant d'un animal qui avait appris que le monde pouvait être cruel et imprévisible. Camille et Gaston tissèrent immédiatement un lien profond. Tous deux avaient été trahis. Tous deux étaient engagés dans le lent et méticuleux processus de reconstruction de la confiance, un pas hésitant à la fois. Camille s'engagea également dans des séances régulières de thérapie avec une conseillère très recommandée, la docteure Isabelle Renaud. Elle le fit non pas parce qu'elle était au bord de l'effondrement, mais parce qu'elle était déterminée à traiter son traumatisme de la manière la plus saine possible. Elle voulait s'assurer de ne pas transporter de fardeau émotionnel non résolu vers l'avenir qu'elle construisait. 10 mois après la finalisation de son divorce, lors d'un important sommet international d'architecture organisé à Lyon, un événement réunissant architectes, leaders d'opinion, urbanistes et designers de toute l'Europe, Camille rencontra Laurent. Elle était assise dans une session consacrée à l'innovation durable dans les projets de réhabilitation à grande échelle, prenant des notes avec application, lorsque l'homme assis à côté d'elle se pencha et formula une remarque à la fois pertinente et pleine d'esprit sur la présentation. Ils engagèrent la conversation. D'abord strictement professionnelle, elle dériva ensuite vers les complexités de la vie urbaine, revint à une passion commune pour l'architecture, puis se concentra enfin sur les aspects plus profonds et personnels de l'existence. Laurent Dubois était lui aussi architecte, basé à Lyon, spécialisé dans des projets résidentiels de luxe sur mesure. Il avait 42 ans, un visage ouvert et bienveillant, et 2 enfants issus d'un précédent mariage terminé à l'amiable 3 ans plus tôt. Il arborait un sourire simple et sincère, capable d'illuminer entièrement ses traits. Il n'y eut ni étincelle dramatique immédiate ni attraction foudroyante. À la place, une connexion calme et profonde s'installa. Leur échange se fit avec une aisance naturelle. Il y avait ce sentiment profondément réconfortant de parler avec quelqu'un qui écoutait réellement ses mots et valorisait sincèrement son point de vue. Ils échangèrent leurs coordonnées, commencèrent à s'écrire régulièrement, puis vinrent les longues conversations téléphoniques nocturnes. Laurent se mit à trouver des prétextes de plus en plus fragiles pour venir plus souvent à Bordeaux. Camille, de son côté, accepta de nouveaux projets dans le sud-ouest qui l'obligeaient à rester plus près de Lyon, lorsque, 4 mois après cette première rencontre au sommet, ils partagèrent enfin leur premier baiser, lors d'une promenade nocturne paisible sur le vieux port de La Rochelle, tandis que le soleil couchant peignait l'horizon de la ville de teintes profondes d'orange, de feu et de violet. Peignant la vaste étendue de l'horizon urbain de teintes spectaculaires d'orange incandescent, de feu et de violet profond. Le baiser fut doux, hésitant, une exploration réciproque, mais il se révéla absolument et profondément juste. « Es-tu sûre d'être prête pour ça, Camille ?» demanda Laurent ensuite, lui tenant les mains avec douceur et scrutant son visage avec une inquiétude sincère. « Je sais que tu as traversé beaucoup d'épreuves. Je ne veux te forcer à rien. »« Je suis prête, » répondit Camille, la voix ferme et honnête. Non pas parce qu'elle avait oublié ce qui s'était passé, mais parce qu'elle avait appris que les événements du passé ne définissaient pas et ne définiraient jamais son avenir. Et elle le pensait réellement. 1 an et demi après le scandale dévastateur de la fête d'anniversaire, Camille était assise dans un fauteuil confortable du cabinet d'un obstétricien, ses mains fermement serrées dans celles de Laurent,
tous deux fixant attentivement l'écran de l'échographe. « Félicitations », annonça le médecin avec un sourire professionnel chaleureux. « Vous attendez une petite fille en parfaite santé. » Camille sentit cette vague familière et chaude de larmes couler sur ses joues, mais c'étaient de bonnes larmes, des larmes de joie et de gratitude pure et absolue. Laurent serra sa main, ses propres yeux brillant intensément d'une émotion profonde. Ils s'étaient mariés 6 mois plus tôt lors d'une cérémonie modeste et profondément intime, célébrée dans le magnifique jardin botanique de Bordeaux, en présence uniquement de leurs proches et de quelques amis choisis. Nicolas était là, fier, en tant que témoin d'honneur de Camille. Il s'était, avec le temps, remis de la trahison de Léa. Il fréquentait désormais quelqu'un d'autre, une professeure de yoga douce et équilibrée rencontrée par l'intermédiaire d'amis communs, une femme dont l'esprit honnête et bienveillant était exactement le baume dont son cœur blessé avait besoin. Après le mariage, Laurent s'était installé définitivement à Bordeaux, où il avait ouvert avec succès une antenne de son cabinet d'architecture. Ensemble, ils achetèrent une maison, non pas un autre appartement stérile, mais une vraie maison spacieuse avec un grand jardin mature situé dans le quartier recherché du Bouscat. Ironiquement, elle se trouvait à seulement quelques communes de l'endroit où Camille avait autrefois vécu avec Julien, mais cette maison était fondamentalement différente, elle était la leur. C'était un foyer bâti non sur l'apparence, mais sur des fondations solides de vérité, de respect mutuel et d'engagement indéfectible. Alors que Camille entrait dans son 3e trimestre, elle reçut enfin les dernières nouvelles définitives concernant Léa et le bébé. Nicolas le mentionna presque distraitement lors d'un café, précisant que Léa avait donné naissance à une petite fille 3 mois plus tôt. Le test de paternité avait confirmé, sans l'ombre d'un doute, que Julien était le père. Il s'acquittait de la pension alimentaire obligatoire, mais avait choisi de renoncer à toute garde ou droit de visite régulière, une décision qui, selon Nicolas, venait entièrement de Julien. Léa, ajouta-t-il, avait déménagé dans un village plus petit et plus calme de la campagne, loin de la mémoire sociale du scandale bordelais. Là-bas, elle avait ouvert une petite boutique d'artisanat, tentant de reconstruire sa vie loin des décombres qu'elle avait laissés derrière elle. Camille accueillit ces informations avec un mélange complexe d'émotions. Une infime part d'elle ressentit une pointe lointaine de tristesse non pour Léa ou Julien, mais pour l'enfant innocente née dans des circonstances aussi chaotiques. La part la plus grande et dominante d'elle-même éprouva cependant un sentiment paisible, la justice, à sa manière lente et inévitable, avait suivi son cours naturel. Chacun avait dû faire face aux conséquences de ses actes. La vie, pour tous les concernés, avait continué. « As-tu déjà envisagé de reprendre contact avec lui ?» lui demanda Laurent un soir, alors qu'ils étaient allongés dans le lit, sa main reposant protectrice sur le ventre rond et avancé de Camille. « Maintenant que vous êtes tous les deux sur le point de devenir parents. » Camille réfléchit longuement à la question. « Non, déclara-t-elle finalement, et je ne le ferai pas. Ce qui se passe dans sa vie ne me concerne plus, Laurent. Il a fait ses choix. J'ai fait les miens, et désormais nos chemins sont définitivement et totalement séparés. » Laurent se pencha et l'embrassa tendrement sur le front. « Tu es une personne bien meilleure et plus digne que je ne le serais dans une situation pareille. »« Je ne suis pas meilleur, » le corrigea Camille doucement. « J'ai simplement appris que s'accrocher au ressentiment, c'est comme boire du poison en espérant naïvement que l'autre en meure. Julien ne mérite plus de place ni dans mon esprit ni dans mon cœur. » Lorsque la fille de Camille et de Laurent vint enfin au monde par une claire et fraîche matinée de novembre, le soleil inondant les fenêtres de la maternité du CHU de Bordeaux, Camille tint le bébé minuscule et parfait dans ses bras et fut submergée par un sentiment qu'elle n'avait pas anticipé, la gratitude. Non pas une gratitude pour la trahison jamais cela, mais une profonde reconnaissance pour le chemin difficile et douloureux que cette trahison l'avait finalement contrainte à emprunter. Car si Julien ne l'avait pas trompée, si Camille n'avait pas découvert la vérité, si elle n'avait pas trouvé le courage de mettre fin à son mariage et de reconstruire méticuleusement sa vie, elle n'aurait jamais rencontré Laurent, ne tiendrait jamais ce précieux bébé dans ses bras et n'aurait jamais trouvé cette existence belle et authentique. Leur fille s'appela Léna. Et tandis que Camille contemplait le petit visage parfait du nourrisson, sentant la présence solide de Laurent à ses côtés et celle de Gaston, son fidèle berger allemand, couché au pied du lit d'hôpital, elle comprit une vérité fondamentale qui transforma sa vie. Le véritable bonheur ne vient pas du fait de n'être jamais blessé. Il vient de la force intérieure qui permet de se relever lorsqu'on l'est. Il vient du refus inébranlable de laisser la faiblesse ou la trahison d'autrui définir sa propre valeur. Il vient du choix de la vérité difficile plutôt que du déni confortable, même lorsque cette vérité est brutale. Et surtout, il vient de la patience sereine et de la foi profonde que,
Après la tempête la plus violente, le soleil finit toujours par revenir. Camille embrassa le front de Léna avec une infinie tendresse. Bienvenue dans le monde, ma petite, murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion, et bienvenue dans la vie que j'ai construite pour nous. Une vie honnête. Une vie réelle. Et, dans cet instant parfait et singulier, entourée de sa nouvelle et véritable famille, l'avenir s'étendant devant elle comme une page blanche prête à être écrite, Camille laissa enfin le passé derrière elle. Non avec une colère persistante, ni avec une amertume corrosive, mais avec la dignité calme et inébranlable d'une femme qui avait regardé la vérité droit dans les yeux, refusé de reculer, et était ressortie de l'autre côté infiniment plus forte, incommensurablement plus sage et profondément, magnifiquement libre.